Votre nouveau rendez-vous flux libre vous est proposé par Suzuki. Notre dossier feuille de route se demande si les constructeurs chinois sont aussi aujourd'hui les meilleurs en nouvelles technologies automobiles. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, feuille de route. Bienvenue sur notre dossier pour Flux Libre. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode que j'attendais, moi j'avoue, depuis un petit moment. On va parler bien sûr d'automobile, mais pas n'importe laquelle, de la plus grande révolution industrielle de ce début de siècle, l'ascension fulgurante de l'industrie automobile chinoise. La Chine fabrique aujourd'hui 37% des voitures produites dans le monde. En janvier 2026, les marques chinoises ont explosé leurs ventes en Europe avec plus 80% en un seul mois. Les Chinois sont-ils vraiment en avance technologiquement sur toute la filière européenne et mondiale ? Et pour en débattre, j'ai deux invités. D'un côté, Nicolas Meunier, journaliste automobile, entre autres au magazine Challenge et auteur de nombreux livres sur l'automobile. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence. Et puis de l'autre côté, Jean-Briac Dalibard, qui est responsable relations publiques chez Geely, un géant chinois, entre autres propriétaire de Volvo, Polestar et Lotus. Bonjour Jean-Briac. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous pour Flux Libre. Je vais commencer avec vous, Nicolas Meunier. En 2025, les usines chinoises ont livré plus d'1 million de voitures en Europe pour la première fois de l'histoire. C'est un chiffre qui est assez symbolique. Selon vous, comment est-ce qu'on en est arrivé là aussi vite ? Alors il y a deux facteurs. Quand on parle d'usine chinoise, ça ne veut pas dire marque chinoise. On a quand même aujourd'hui de plus en plus de constructeurs occidentaux et même européens qui fabriquent des voitures en Chine pour le marché européen. On a par exemple toutes les Mini électriques aujourd'hui vendues en Europe et même dans le monde sont fabriquées en Chine. Il y a eu à un moment l'intention de produire ces voitures-là à Oxford dans l'usine historique. Finalement, la gouvernance du groupe BMW a décidé de revenir en arrière. Donc il y a une part conséquente, non négligeable des voitures fabriquées en Chine qui sont des voitures, on ne devine pas qu'elles le sont. Et ensuite, du côté des marques chinoises, on a des offres qui sont de plus en plus pertinentes, des prix qui sont de plus en plus agressifs, des gammes qui s'élargissent, des marques qui commencent à gagner en notoriété, que ce soit par le bouche à oreille des premiers clients qui sont satisfaits ou par des publicités. On a certains groupes, je pense en particulier à BYD, qui met des efforts et des budgets en communication qui sont colossaux, qui sont bien plus importants que ceux des constructeurs établis parce qu'il faut construire cette notoriété et cette visibilité. Et évidemment, ça fait un effet boule de neige où de plus en plus de clients sont en train d'accepter l'idée d'acheter une voiture chinoise. Une étude démontre que les constructeurs chinois sont passés en très peu de temps d'une image de mauvaise qualité à une image de bonne affaire et de produits technologiques. Alors, plus on va parler de technologique. Jean-Briac, vous êtes, vous, de l'intérieur chez Geely. C'est un groupe tentaculaire. On va parler de Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus, Lynk & Co, Smart. Comment vous expliquez cette capacité à absorber autant de marques et de technologies en si peu de temps ? Eh bien, c'est une vision de notre fondateur qui s'appelle Eric Li, qui a très très vite compris qu'il fallait non seulement fabriquer des voitures pour le marché chinois, mais très rapidement en fait pour le marché global, pour le monde entier. Et en faisant l'acquisition de marques comme Volvo, il s'est assuré d'une crédibilité et notamment sur l'item de la sécurité qui était indispensable pour les consommateurs européens. Donc en multipliant les marques et en faisant des acquisitions pertinentes au bon moment, il s'est assuré effectivement un très très bon développement du groupe et de l'entreprise. Est-ce que la technologie chinoise est vraiment en avance, est vraiment devant tout le monde sur ce plan technologique ? Non. Ah, expliquez-nous. Déjà, il y a une immense variété d'un modèle à l'autre, d'un constructeur à l'autre. Même au sein d'une gamme, on a des modèles qui sont vraiment pas du tout égaux d'un point de vue technologique. On en a qui sont très bons et d'autres qui sont très mauvais. Enfin, vraiment, on peut avoir à boire et à manger au sein de la gamme d'un même constructeur. Ensuite, ce que les Chinois maîtrisent à fond et là où ils ont une vraie avance, mais ça ne dépend pas des constructeurs automobiles. Si on met à part BYD qui produit ses propres cellules de batterie, c'est donc la cellule de batterie, l'élément unitaire qui constitue la batterie. Ça, vraiment, il y a une mainmise totale des Asiatiques là-dessus, principalement des Chinois, un petit peu des Coréens, par des immenses entreprises comme CATL qui fournissent aujourd'hui, je crois, plus de 50% des batteries automobiles fabriquées dans le monde. Et en développant des nouvelles chimies sans arrêt, c'est eux qui permettent d'avoir de meilleures densités énergétiques, c'est-à-dire que dans une voiture, pour une taille de batterie donnée, vous allez avoir plus d'autonomie. Ça permet aussi d'améliorer les vitesses de charge parce qu'il y a moins d'échauffement et de diminuer les prix. Donc ça,
c'est un élément constitutif qui fait que les voitures électriques vont devenir de plus en plus pertinentes. Ils peuvent parfois réserver leurs cellules les plus avancées à certains constructeurs s'ils ont des partenariats de commerciaux et technologiques un peu rapprochés, mais ils vendent aussi ces cellules à n'importe quel constructeur. Et ensuite, une bonne cellule, ça suffit pas à faire une bonne batterie et ça suffit pas à faire une bonne voiture électrique. Il y a derrière toute une chaîne de traction. Et il faut, aujourd'hui, on a tendance à parler d'autonomie, mais il faut bien comprendre que le nerf de la guerre, c'est la consommation. Comme sur une voiture thermique, si votre batterie, vous consommez l'énergie qu'il y a dedans 2 fois plus vite au kilomètre qu'avec une autre voiture, votre autonomie sera moins bonne pour la même capacité de batterie. Donc ça, c'est un savoir-faire. Le leader, pour le moment, il n'est pas chinois, il est américain, c'est Tesla. On a quelques marques qui arrivent à bien se débrouiller derrière. On a notamment certaines voitures du groupe Geely qui sont très très bonnes. Je pense à Smart Hashtag 3 et ses cousines, donc Zeekr X et Lynk & Co 02 qui sont très bonnes en consommation. On a quelques BMW aussi qui sont vraiment au top de la technologie. Jean Briac, est-ce qu'il y a des domaines d'ailleurs où vous, avec Geely, vous avez conscience de ne pas encore être au niveau européen ? Alors de moins en moins, et j'ai même envie de dire on a un tout petit peu d'avance, parce qu'en fait nous on est présent en Europe depuis plus de 20 ans, donc finalement on est le plus européen des groupes automobiles chinois, et on est en avance notamment sur l'écosystème global, puisque par exemple nous avons une galaxie de satellites que beaucoup d'autres marques européennes et mondiales n'ont pas. C'est ce qui permet de mettre à jour nos voitures. On a 64 satellites dans l'espace aujourd'hui, donc on est un constructeur assez différent des autres. Ah bah oui, mais expliquez-moi comment ça fonctionne. Eh ben, on arrive à mettre entre 9 et 11 satellites par fusée. Donc on envoie régulièrement des fusées dans l'espace pour mettre des satellites en orbite basse. Et effectivement, ça nous permet de travailler sur les mises à jour de nos voitures, de communiquer avec nos voitures. Et c'est également un aspect qui permet d'améliorer la productivité de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. C'est incroyable. Nicolas, vous connaissez le principe ? Alors oui, mais c'est effectivement un des domaines sur lesquels les Chinois sont en avance, c'est sur tout ce qui est communication avec le véhicule, mise à jour à distance. Ça c'est pareil, c'est Tesla qui avait, on va dire, donné le coup d'envoi de ce genre de technologie. Mais alors, quid des marques européennes ? Pour la plupart, elles ne développent pas leur propre logiciel en interne. Une marque que je citais tout à l'heure sur la consommation, qui est aussi très très bonne sur les aides à la conduite, c'est BMW. C'est une des rares marques à développer tout le système logiciel infodivertissement en interne. Et on voit la différence, ça réagit immédiatement, comme chez les marques chinoises. Alors, puisque l'on parle de mondialisation, on va aussi parler de problématiques de douane européenne, si vous le voulez bien, parce qu'on l'a bien vu, il y a ces droits de douane européenne. On a eu jusqu'à 38,1% pour certaines marques comme SAIC MG. Est-ce que ça change vraiment la donne ? En fait, il y a les droits de douane et on a aussi une couche franco-française qui s'appelle l'EcoScore, qui là va influer sur le calcul des avantages en nature dans le cas des voitures de fonction. Et ça, on va dire, ça a encore plus d'impact en France parce que ça va toucher aux impôts du salarié. Donc, on ne va pas s'arrêter à un prix facial. Mais en fait, même si la voiture est moins chère à l'achat, elle peut être plus chère à l'usage. C'est primordial dans le sens où, en fait, toutes ces histoires de bonus, de droits de douane, les gros constructeurs chinois, pour bon nombre d'entre eux, l'État est actionnaire. En plus, ils ont des coûts de production qui sont vraiment plus faibles. Donc, ils peuvent compenser, ils peuvent casser les prix pour gagner de la part de marché, pour gagner de la notoriété, quitte à être moins rentable sur certains modèles. La position de Geely par rapport à tout ça ? Alors c'est une très bonne question. Globalement, et Nicolas a raison, il y a cette surcouche franco-française qui vient un petit peu compliquer la donne quand on investit le marché européen. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les constructeurs chinois se tournent très très rapidement vers des solutions de production en Europe, puisque l'outil de production industrielle en Europe ne tourne pas à plein. Et effectivement, il y a beaucoup de discussions et de négociations en cours pour que des marques chinoises puissent commencer à fabriquer des voitures sur le sol européen. On parle de nouvelles technologies. Allez, Monsieur Jean Briac d'Alibar, qu'est-ce que vous avez de plus que les voitures européennes ? On a des systèmes notamment d'infodivertissement qui sont meilleurs. On peut donner des exemples ?
Oui, tout ce qui concerne en fait le réglage de l'habitacle, le choix de certaines fonctionnalités de la voiture sont autrement plus fluides. La navigation au sein des menus, ça permet de détourner les yeux de la route le moins possible, et c'est vraiment le but de Geely, d'accéder aux différentes fonctionnalités le plus rapidement possible. Et par exemple, on a des équipements qui permettent d'améliorer encore la sécurité de nos voitures, comme l'affichage tête haute, qui est une technologie qui est issue de l'aviation. Mais c'est pas récent. Alors non, C'est pas nouveau. Alors c'est pas nouveau, c'est pas récent, mais ça fait partie de la signature de Geely, c'est-à-dire que nous, on veut offrir à nos clients des équipements qui sont plus souvent accessibles dans les marques premium ou dites premium, et nous, on les rend accessibles au plus grand nombre. Quelle est la demande, tiens d'ailleurs, en termes de nouvelles technologies, du profil européen ou du profil français, du conducteur français? De pouvoir connecter son téléphone facilement, de récupérer une carte et une navigation qui soit à jour, ne pas tomber dans les pièges des travaux, de la circulation du quotidien. Voilà, tout ce qui facilite l'utilisation du véhicule. Et particulièrement chez Geely, on met l'accent sur le confort. Donc on a par exemple des sièges qui sont chauffants, massants et ventilés, ce que toutes les marques n'offrent pas aujourd'hui. La E5 est sortie? La E5 est sortie, le Starray Super Hybride est sorti. Donc aujourd'hui, on a une gamme de 2 voitures qui permettent effectivement d'offrir ces équipements dits premium à un large nombre de consommateurs européens. On a lancé la marque le 28 avril et elles sont commercialisées depuis le 29 avril. Nicolas, est-ce que le français, en l'occurrence, parlons de ce qui nous intéresse, est très sensible à toutes ces nouvelles technologies, ou certaines fois, pour certains véhicules asiatiques ou tout du moins chinois, on se dit qu'il y a des choses qui ne nous servent pas? Alors, non seulement on peut se dire qu'il y a des choses qui ne nous servent pas, et on peut se dire qu'il y a aussi des choses qui nous agacent. Une aide à la conduite, c'est très bien quand c'est bien calibré, ça permet vraiment singulièrement de limiter la fatigue sur le trajet. Par contre, quand c'est mal calibré, ça peut être vraiment très énervant, voire dangereux. Certaines voitures chinoises où l'aide au maintien de voie sur autoroute, c'est une catastrophe. Si vous commencez à vous écarter un tout petit peu du centre de la voie, ça vous remet avec un coup de volant assez violent dans le centre. Si vous mettez le clignotant pour changer de voie et que vous n'avez pas fini votre manœuvre avant que le clignotant s'arrête, ça vous fait une embardée. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont potentiellement contre-productives. Le problème de beaucoup de voitures chinoises, c'est que pour désactiver ces aides à la conduite, il faut aller dans des menus et ces fonctions, elles sont décomposées des fois en 3 sous-fonctions. Donc, je crois que c'est sur la Lynk & Co 02 où j'avais compté qu'à chaque démarrage, il fallait cliquer 13 fois pour désactiver tous les trucs qui étaient vraiment énervants et contre-productifs. Quasiment tous les constructeurs chinois, on sent qu'ils ont conçu leur système d'infodivertissement en désossant des Tesla, parce qu'on a une ergonomie qui est assez commune, avec des menus qui sont assez bien fichus, mais où tout passe par l'écran. Donc ça, si on est habitué à des Tesla, si on est habitué à utiliser un iPhone, très bien. Mais il faut se rappeler que l'âge moyen de l'acheteur de voiture neuve, c'est plus de 55 ans. Donc je ne suis pas sûr que l'acheteur de voiture neuve moyen en France apprécie l'absence de boutons physiques. Donc on a un retour en arrière à ce niveau-là, sous la pression des consommateurs qui veulent encore trouver les fonctions primordiales par un simple appui sur un bouton. Alors qu'en Chine, l'âge moyen est beaucoup plus jeune. Oui, parce que la majorité des clients sont des primo-accédants. En tout cas, ça l'était. La tendance est en train un petit peu de s'inverser. Mais effectivement, pendant une trentaine d'années, c'était le premier achat automobile pour les consommateurs. Donc, on n'a pas du tout le même profil de consommateurs en Chine, en Europe et, par exemple, en Amérique latine également. C'est plutôt similaire aux Chinois. Est-ce que les Chinois, Jean Briac, sont plus réactifs à changer ce qui ne va pas que les constructeurs européens? On est beaucoup plus réactif, et même les retours des médias, quand on réalise des essais avec les journalistes, nous permettent parfois de recalibrer certaines puissances, certaines données pour améliorer le confort et l'utilisation de nos voitures. Il y a des mises à jour qui peuvent se faire dans les 24 heures, c'est mises à jour over the air, OTA. Ça nous est arrivé de recalibrer notamment la puissance de certains modèles pour que ça soit plus confortable, moins agressif entre guillemets, puisque les voitures électriques développent beaucoup de couples dès le départ. Et donc, c'est déjà arrivé et on est en mesure, effectivement, de faire des mises à jour très rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Nicolas Meunier, les Chinois sont plus avancés que nous? Il n'y a aucun doute là-dessus. On a eu des précédents assez incroyables où Jean Briac parlait de mise à jour sur des parties logicielles. Moi, je parle aussi de mise à jour sur des réglages de châssis, sur des choix de pneus. J'ai coutume de dire que quand on dit qu'une voiture européenne n'est pas bonne, le constructeur nous rappelle au bout d'un mois pour nous engueuler. Quand on fait la même chose avec une voiture chinoise, le constructeur nous rappelle au bout de 3 mois en disant « Tiens, on a pris en considération tes remarques, voilà les clés, et réessaye là et tu nous dis ce que t'en penses ».
en général, les défauts sont corrigés. Alors, une petite contrepartie à ça, c'est que des fois, les constructeurs chinois ont tendance à lancer un peu tôt des machines qui sont pas tout à fait bien mises au point, où on a l'impression que les premiers clients font office de bêta-testeurs. Quand on a essayé les premiers MG4 de pré-série, où c'était un petit peu, je ne sais pas comment qualifier le comportement routier, mais c'était un petit peu hasardeux à certains moments. Aujourd'hui, c'est vraiment une voiture qui est non seulement saine, qui est sécurisante et qui est en plus amusante à conduire. Est-ce à dire que les constructeurs européens ont encore quelque chose à faire, à jouer ? Largement. Moi, je leur souhaite, mais effectivement, ils ont un petit peu de retard sur toute la partie infodivertissement. Ils ont beaucoup d'avance sur la partie développement moteur, et notamment des moteurs thermiques. Ça, c'est indéniable. Mais effectivement, ils ont globalement moins d'ingénieurs qui travaillent sur des nouveaux brevets pour développer de nouveaux équipements et de nouvelles façons d'appréhender la mobilité. Je pense quand même que si on regarde ce que font aujourd'hui BMW et Mercedes sur leur dernier modèle, on voit qu'il y a un sursaut de l'ingénierie allemande qui va peut-être se généraliser à toute l'Europe, où on a, quand on essaye un BMW X3 ou une Mercedes CLA de dernière génération, c'est largement au niveau des Chinois. Alors c'est plus cher, mais quand on regarde la qualité de tous les équipements, l'autonomie, la vitesse de charge, etc., toute la partie électrique et infodivertissement, où justement on imagine que les Chinois ont de l'avance, ils sont au niveau, et sur le reste, ils sont aussi bien, voire mieux. Et c'est pas le cas pour les constructeurs français ? Pour le moment, c'est pas le cas. En tout cas, en partie électrique, Renault a des problèmes de consommation. Stellantis, j'ose même pas en parler. Merci beaucoup Nicolas Meunier, journaliste entre autres pour Challenge et auteur de nombreux livres sur l'automobile, et Jean Briac d'Alibar, directeur des relations publiques pour Geely. Merci Laurence. Merci Laurence. Votre rendez-vous flux libre vous a été proposé par Suzuki.